Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est une 301e rencontre Vlil ce soir, un petit peu particulière. Comme l'an dernier, on a la chance d'être partenaire du festival Terre de Parole qui se déroulera du 1er au 8 juin 2024 prochain. Après Jacques Prévert l'an dernier, c'est Christian Bobin cette année qui a inspiré le festival et non des moindres. Mais tout cela pour vous dire que ce festival s'orne aussi chaque année de lectures, de performances, de rencontres littéraires et de théâtre dans différents lieux culturels de la Seine-Maritime, mais aussi d'un prix, et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir, le prix Première Parole, pour lequel, qui a été créé en 2020 et qui sélectionne 6 premiers romans francophones publiés en 2023. Et ce soir, on a la chance de recevoir 3 des 6 premiers finalistes, en sachant que la sélection, elle est réalisée par des équipes du festival en partenariat avec les bibliothèques et les librairies indépendantes de la Seine-Maritime, et qu'ensuite, elle est proposée aux différents lecteurs, lectrices, volontaires qui sont réunis dans des comités de lecture qui sont créés tout simplement par des bibliothèques, des librairies, des associations ou des communes. Et cette année, ils sont au nombre de 37, ce qui représente environ 400 lectrices et lecteurs pour décerner ce prix qui sera remis fin juin. Et ensuite, une bourse d'écriture sera décernée à l'un de vous trois ou à l'un de vous six, puisque l'autre rencontre sera proposée dimanche prochain avec les 3 autres finalistes. Alors après cette brève introduction, on va rentrer dans le vif du sujet avec Caroline Bouffaut pour débuter, pour son roman Thelma aux éditions Fugue qui est sorti le 6 janvier 2023. Caroline, on s'est déjà croisé quelque peu une première fois, mais pardonnez-moi si certaines questions reviennent, mais c'est normal pour que tout le monde puisse comprendre et lire correctement Thelma, puisque certains l'ont lu, d'autres non. Et j'aimerais qu'on revienne déjà sur votre parcours en tant qu'écrivain. C'est évidemment un premier roman, mais j'imagine que la littérature et l'écriture apparaissent très tôt dans une vie. Pour le coup, comment vous êtes-vous inscrite en littérature avec ce premier roman? Alors oui, la lecture et l'écriture ont toujours été présentes chez moi, comme chez beaucoup d'auteurs, je pense. J'ai commencé très tôt, enfin, en étant enfant, assez vite, j'ai écrit des petites histoires, mais j'étais une professionnelle des débuts d'histoire et j'avais beaucoup de mal à tenir l'histoire sur la longueur. En fait, j'adorais mettre en place plein de petits débuts, vraiment des expositions à rallonge. Et puis ça m'a passé. Mais j'ai toujours aimé écrire un peu tout ce qui venait, quoi. J'ai tenu un blog à l'époque où je vivais à l'étranger à Hong Kong. J'adorais quand on me demandait d'écrire des discours de mariage ou des discours d'enterrement. Enfin bon, c'était un peu bizarre. J'avais un rapport à l'écriture qui était euh, je n'imaginais pas du tout écrire un roman, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on me demandait une production écrite. Et l'écriture de Thelma, alors Thelma, c'est le premier roman, mais c'est pas le premier manuscrit. J'avais écrit un premier manuscrit auparavant. Au moment où j'ai envoyé ce premier manuscrit à pas mal de maisons d'édition, comme je m'étais quand même un petit peu renseignée, que je savais que c'était assez difficile d'aboutir et qu'il y avait peu de chances que ça se concrétise en un roman, euh, je m'étais dit, bon voilà, je le poste, et puis ensuite je me mets tout de suite sur un autre projet. Et donc voilà, j'ai commencé Thelma dans la foulée. Euh, Enfin, il y a eu deux événements déclencheurs. Je sais pas si Anthony, tu veux que je rentre là-dedans sur ce qui a déclenché l'écriture du roman. Bien sûr, oui, on va évidemment parler de ça et ensuite on parlera du personnage de Thelma qui est si singulier et notamment sur ces différentes pathologies qu'on va peut-être évoquer. Donc, ce qui a vraiment déclenché l'écriture de ce livre, c'est deux choses qui se sont télescopées. En fait, j'ai lu une sorte de manuel d'écriture plutôt scénaristique, mais qui s'applique assez bien à l'écriture romanesque, qui s'appelle La dramaturgie de Yves Lavandier, qui est un gros pavé, mais qui donne pas mal de clés sur comment articuler une histoire et qui notamment m'a bien fait comprendre l'importance d'un personnage qui vit du conflit. Conflit pas forcément vis-à-vis d'un antagoniste, mais en tout cas qui a un conflit
intérieur fort. Et donc, j'avais vraiment l'idée de mettre en scène un personnage un peu torturé et dont vraiment le conflit intérieur serait le moteur d'une histoire. Et parallèlement à ça, vraiment en même temps, mes parents ont vidé ma chambre d'adolescente et m'ont demandé de récupérer, enfin, voilà, qu'est-ce que je voulais récupérer à l'intérieur. Et donc, je suis retombée vraiment par hasard dans des vieux journaux intimes que j'avais écrits à 15 ans, au moment où moi-même, j'avais eu la même maladie que l'héroïne de mon roman, c'est-à-dire l'anorexie mentale. Et en fait, à chaque ligne de ce que je vois, alors c'est quand même très douloureux de rouvrir des journaux écrits à 15 ans, je ne conseille pas trop ça, mais c'était une expérience intéressante. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était pas tant ce qui était écrit dedans, que ce qui n'était pas écrit et que ce que j'arrivais à me souvenir de la manière dont j'écrivais les choses, c'est-à-dire que c'était une sorte de méthode Coué, c'était quelque chose que je voulais écrire, mais qui transcrivait imparfaitement le conflit qui était le mien à cette époque-là. Et donc voilà, donc ces deux événements cumulés, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire une histoire autour d'une héroïne adolescente qui a un conflit intérieur qui sera l'anorexie mentale. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est produit. Et ensuite, une fois que j'ai eu cette idée, finalement, l'écriture a été assez fluide et assez rapide. Justement, quand on se replonge des années en arrière par rapport à ça, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la matière mentale qu'on retient finalement? Est-ce qu'on a de brefs souvenirs? Est-ce que le journal intime fait office de mémoire mentale? Comment finalement on écrit avec cette mémoire qu'on a intégrée? C'est douloureux, mais comment on arrive à dépasser la souffrance qu'on a vécue quand on était adolescente? Alors moi, je me suis vraiment, les journaux, enfin, je les ai ouverts, j'ai feuilleté, après j'ai refermé, j'ai plus jamais ouvert. C'était plus de se dire, finalement, le plus gros conflit intérieur que j'avais vécu jusqu'à présent, c'était cette maladie. Et donc, j'ai voulu créer un personnage autour de ça. Mais moi, la souffrance de cette maladie, elle est derrière moi depuis 27 ans. Donc, j'étais assez loin. Et c'est pour ça, je pense, que c'est la... euh, je ne me suis pas vraiment replongée dans des souvenirs personnels, à part sur vraiment certaines scènes très spécifiques ou ce que j'ai puisé, disons, de ces souvenirs-là, c'était plutôt un système de pensée. Ce qui m'encourageait à poursuivre cette histoire et où enfin, vraiment, c'était cette idée de pouvoir retranscrire assez fidèlement la manière complètement tordue dont une jeune fille atteinte de cette maladie réfléchit. C'était vraiment, voilà, essayer d'expliciter ce système de pensée et puis surtout mettre en scène autour d'elle toute une galerie de personnages et puis parler pas seulement de cette maladie-là, mais plus largement d'adolescence, de fratrie, d'histoire d'amour. Voilà, enfin, j'avais pas du tout envie de faire un récit de ma vie, alors là, certainement pas, et, ni même un récit médical sur l'anorexie mentale. C'était pas du tout le projet, quoi. C'était juste d'utiliser euh, le système de pensée torturé d'une adolescente qui traverse cette épreuve pour faire avancer une histoire. Et en effet, ça aurait pu s'adapter à n'importe quelle autre maladie. Cela étant aujourd'hui, pour votre roman, c'est la dysmorphophobie, très difficile à prononcer. Justement, comment elle se manifeste? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, et je pense qu'on est nombreux aussi à ne pas connaître cette maladie-là, qui est peut-être extrêmement pernicieuse, où justement, dans la tête de Thelma vit ce fameux dictateur intérieur qui s'appelle l'entraîneur. Et peut-être aussi préciser pourquoi c'est un homme et pas une femme, puisqu'elle explique aussi, Thelma, que ça aurait pu être une femme. Pour le coup, c'est un homme. Pour quelle raison? Donc, Thelma, c'est une jeune fille de 15 ans qu'on suit sur 6 mois. Elle est habitée par une petite voix, qui est une voix d'homme, effectivement, et qu'elle appelle l'entraîneur, avec un E majuscule. Et pourquoi l'entraîneur? Parce que c'est une petite voix qui lui impose des privations alimentaires et qui l'oblige à aller au bout de ses forces physiquement. C'est-à-dire, elle est obligée d'aller faire des pompes, des squats, d'aller courir jusqu'à l'épuisement, voilà, d'épuiser son corps et de s'affamer, qui sont deux composantes assez classiques de l'anorexie mentale. Et donc, elle a personnifié cette petite voix intérieure en disant que c'était l'entraîneur. Et puis, quand elle en a parlé à son psychiatre,
qui la suit depuis quelques mois déjà. Lui, il était très intéressé qu'elle en ait fait une voix masculine. Et pour elle, elle a essayé de se l'expliquer et elle se dit que comme c'est une voix masculine, c'est déjà un début de guérison parce que c'est un début de dissociation. Ça peut pas être sa voix, elle, c'est vraiment une voix de quelqu'un d'autre. C'est un parasite qui a pris possession d'une partie de son cerveau, mais elle a l'espoir de pouvoir s'en séparer. Ouais, en effet. Alors justement, ouais, elle est souvent considérée, vous l'écrivez aussi, comme une étrange créature de Tim Burton ou de Giacometti. Elle est vue comme une adolescente différente, avec laquelle elle est même hors classement lorsque des garçons font un classement pour lesquels les filles sont les plus jolies ou avec qui on a envie de coucher. Pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement problématique aussi dans ce roman-là. C'est l'exclusion, c'est un roman de l'exclusion au niveau de l'adolescence. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de cette volonté de créer un tel personnage. Au tout début du livre, il y a une fameuse dissertation et le sujet étant, euh, rappelez-moi, est-ce qu'un personnage de roman doit-il être admirable pour intéresser le lecteur? Est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question? Moi, je pense que pas du tout. Je pense qu'il faut qu'il ait des failles et qu'au contraire, un personnage admirable, il a beaucoup de risques d'ennuyer le lecteur à force. Euh, pour répondre sur le point de l'exclusion, c'est très intéressant parce que finalement, l'anorexie, c'est une maladie où on cherche à être différente toutes les autres personnes, c'est-à-dire vraiment à domestiquer son corps, à lui imposer des choses, à être presque... Thelma, sa quête, ça ressemble à devenir un pur esprit, en fait. C'est de se dire que chaque décision qu'elle prend, elle peut l'imposer à son corps et son corps va suivre quoi qu'il arrive. Et que tous les exploits sportifs qu'elle va réaliser, elle les fera sans tricher. Et pour elle, tricher, c'est s'alimenter. Donc, elle a en fait cette espèce d'illusion de supériorité par rapport à tout le reste des congénères qui l'entourent, enfin, de ses camarades, de sa famille. Et malgré tout, donc elle s'exclut d'elle-même en prenant en fait cette position un peu de surplomb. Malgré tout, ce qu'elle veut, comme tous les adolescents, c'est ressembler aux autres, c'est avoir des amis, c'est que les garçons de sa classe la désirent. Donc elle a cette dichotomie en elle en permanence, voilà, de vouloir être différente et en même temps d'appartenir au groupe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle est entourée de différents autres personnages sans qui c'eût été très difficile de continuer à exister. On pense à Violette, sa meilleure amie, on pense à Guillaume, le prof de PS, on pense évidemment à ses deux parents aussi, où il y a clairement un roman sur la parentalité, sur la difficulté d'élever un enfant à problème. Justement, sur cette parentalité, on a l'impression qu'elle échappe au contrôle, un petit peu comme l'adolescence pour beaucoup de parents. Elle échappe au contrôle de ses parents, elle échappe comment dire, aux convictions de l'époque finalement. Comment on arrive à créer ce genre de personnage-là quand on l'a vécu ou pas finalement? Et je ne sais pas si vous l'avez vécu ou pas, et c'est pas forcément très important de parler du personnel, mais ce que je veux dire, c'est dans l'écriture, on a l'impression que c'est extrêmement fluide, que vous arrivez à jongler sur les émotions, que vous arrivez à jongler sur la qualité des dialogues, parce que c'est drôle. C'est aussi un livre qui peut faire peur sur l'anorexie mentale, mais finalement, vous arrivez toujours à rendre la parole de Thelma extrêmement caustique, parfois sarcastique. Elle arrive à prendre beaucoup de recul sur elle-même. Mais avant ça, avant de parler de cet humour-là, j'aimerais que vous nous parliez de cette parentalité si difficile à exercer. Alors, c'est vrai que dans ce projet d'écriture, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de mettre en scène l'entourage de Thelma et de me dire comment est-ce qu'on réagit quand on n'est plus le sujet de cette maladie, quand on voit quelqu'un, enfin son propre enfant, s'affamer et être complètement imperméable à toute rationalité, à toute démonstration on a besoin de s'alimenter pour vivre. Euh, donc vraiment, c'était un travail qui m'intéressait beaucoup. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir et
finalement de facilité à me mettre dans la tête des parents parce que moi-même, ayant 27 ans de plus que quand j'ai vécu cette maladie, je suis maman. Et voilà, j'arrivais en fait à me dire, mais comment est-ce qu'on en arrive à prendre des décisions complètement absurdes parce que ça nous semble être la seule possible, le dernier recours en fait pour aider un enfant en souffrance. Et ça peut être l'anorexie mentale, mais ça peut être tout type d'addiction, enfin d'addiction, vous l'avez dit, sur voilà, les ados à problème, il y en a plein. Je ne sais même pas s'il y a des ados sans problème. Alors par exemple, il y a le personnage du père de Thelma qui est un prof de maths, qui est quelqu'un de très rationnel et qui essaye de prendre les choses avec un peu de recul. Il se dit au début, bon, bah, ça c'est un truc de fille qui a dérapé, je peux pas vraiment comprendre, mais je vais essayer de l'aider. Ce qu'il faut pour l'aider, c'est déjà trouver la cause. On va comprendre ce qui a déclenché cette maladie. Une fois qu'on aura compris la cause, qu'on aura isolé vraiment les facteurs déclenchants, bah, on se mettra en ordre de marche et on la sortira de là. Et il a cette approche extrêmement rationnelle pour essayer de venir à bout d'un problème qui ne l'est pas et qui ne le sera jamais. Enfin, la maladie mentale, c'est pas quelque chose de rationnel. On peut pas c'est pas en montrant des équations à sa fille pour lui expliquer que voilà, il faut qu'il y ait un apport nutritionnel supérieur aux calories qu'elle va dépenser pour pouvoir gagner un peu, enfin prendre un peu de poids. C'est manifestement une approche qui marche pas, mais c'est une approche, je pense, qui est assez commune en fait, parce que la recherche de la cause dans ce genre de maladie, dans tous les troubles des adolescents, elle est naturelle. On a envie de comprendre. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup, moi, enfin, personnellement, et puis même sur Thelma, voilà. Mais, et c'est un sujet que j'ai eu envie, justement, auquel j'ai pas eu envie de répondre parce que ça aurait forcément été une réponse simpliste. J'avais pas envie qu'il y ait une cause naturelle et j'avais envie qu'il y ait vraiment cette quête du père qui, moi, me touche. Voilà, qui va même voir le psychiatre de Thelma un petit peu en douce, avec une liste de possibilités. Et il lui dit est-ce que vous pourriez éventuellement me dire, alors je vous demande pas une réponse définitive, mais ce que vous en pensez, ou sur la base des autres patients que vous avez soignés, qu'est-ce qui est le plus probable? Et voilà, et il essaye de mener un petit peu son enquête qui est manifestement vouée à échouer. Euh, et la maman de Thelma, elle a une approche qui est complètement différente et qui est plus émotive, puisque dans ce type de maladie, très spécifiquement l'anorexie, le rôle de la maman est souvent pointé du doigt et de manière, à mon sens, assez injuste, ou en tout cas disproportionnée par rapport à d'autres causes ou enfin d'autres effets qui peuvent avoir autant de poids. Et c'est vrai que la maman de Cécilia, enfin donc Cécilia, la maman de Thelma, elle vit très très mal la maladie de sa fille parce qu'elle se sent accusée aussi. Elle a honte de la maladie, elle a honte d'avoir honte. Et donc tout ceci mis bout à bout fait que les parents de Thelma vont avoir des idées un petit peu rocambolesque pour essayer de sortir leur fille de là. Et donc ça fait partie de ce qui peut rendre le roman un peu amusant, enfin en tout cas, voilà, oui, où c'est pas juste un récit de maladie. Voilà, c'est aussi des petites péripéties. Il y avait cette volonté de ne pas rendre le récit, le premier roman, plombant, finalement. Il fallait quand même qu'il y ait une lumière totale sur ce personnage-là. Ah oui, alors ça, c'était vraiment le projet de départ. Et c'était un projet qui me faisait un peu peur, à vrai dire, parce que je savais que je ne voulais absolument pas parler d'anorexie en étant plombante, que ça devait être un récit le plus lumineux possible, tout en ne froissant pas ou enfin, tout en ne minimisant pas la gravité de cette maladie, parce qu'il y a des jeunes filles qui meurent de cette maladie. C'est une cause importante de mortalité chez les jeunes. Donc, il ne faut pas du tout la prendre à la légère. Mais néanmoins, j'avais vraiment envie que ce soit un récit porteur d'espoir et qu'on puisse, peut-être pas rire à gorge déployée, mais au moins sourire à pas mal d'endroits, quoi. Justement, je reviens sur la liste, les hypothèses explicatives que le père a. C'est vrai que c'est une liste très particulière aussi parce qu'elle dit beaucoup de notre société. C'est un roman qui aurait peut-être pas pu être écrit il y a quelques années, finalement. Il est extrêmement actuel. Pour le coup, ça parle beaucoup des réseaux sociaux également. Le fameux corps parfait, filtre amincissant.
Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, euh, les choses évoluent en la matière par rapport à ce phénomène d'inclusion finalement où les marques de mode, notamment avec les mannequins, ont compris que le côté extrêmement maigre, anorexique de certains mannequins ne pouvait plus exister, qu'il fallait absolument contrer cela par rapport aux adolescentes. Je pense que c'est très difficile de résumer ça en 5 minutes. Et en plus, je ne suis pas du tout une experte des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a vraiment un double effet, honnêtement. Sur les réseaux sociaux, il y a le pire et le meilleur, et notamment sur les troubles du comportement alimentaire. En me renseignant vraiment là dans l'écriture du livre, j'ai vraiment regardé les contenus qui sont produits sur le sujet. Et il y a beaucoup de ressources qui sont très aidantes en réalité, des comptes qui expliquent et qui vulgarisent en fait tous les troubles du comportement alimentaire et qui sont très positifs et qui aident les jeunes filles à trouver des ressources. Enfin, je dis jeunes filles pour grossir, mais il y a évidemment des jeunes hommes qui sont concernés aussi. Euh, donc, il y a à la fois une sorte de communauté qui n'existait pas du tout à l'époque où moi j'étais malade. Enfin, j'avais aucune information sur la maladie et je pensais être la seule dans ce cas-là. Donc, je pense que ça c'est vraiment une ouverture d'esprit qui est formidable et une sorte de. Et, oui, il y a vraiment une entraide entre les personnes qui sont concernées. Maintenant, il y a évidemment. Enfin, il y a un effet qui peut être pervers là-dessus parce que, et qu'on voit dans les jeunes filles hospitalisées. Alors, ce n'est pas le cas de Thelma, mais dans les jeunes filles hospitalisées, dans cette maladie-là, il y a un énorme effet de compétition, en fait. Et donc, le fait d'être en relation avec d'autres personnes malades, ça peut être vraiment un terreau d'entraide et vraiment de support, mais ça peut aussi donner lieu à des compétitions très malsaines sur bon bah alors combien t'as perdu, combien t'as repris, ah tu vas un peu trop vite. Enfin, il y a ce double effet. Mais là, on parle vraiment donc des réseaux qui sont plutôt tournés vers la guérison. Et il y en a beaucoup. Mais évidemment, le problème des réseaux sociaux, il est sur le diktat de l'apparence. Après, est-ce que c'est pire maintenant que dans les années 80 où il y avait des mannequins qui étaient décharnés? Je ne sais pas si c'est vraiment à moi de le dire, mais je pense qu'effectivement, c'est toujours très compliqué. Ce qui vous réunit aussi ce soir, tous les trois, Caroline Bouffot, Olivier Siechelski et Cécile Tilly, c'est que c'est le rythme de vos romans. Vous avez des rythmes totalement différents, mais pour Thelma, vous en avez parlé tout à l'heure, on part d'une période de 6 mois environ, de février à juillet. Comment vous travaillez le rythme? Comment vous avez décidé de mettre cette maladie mentale au cœur même de la musicalité, du rythme, parce qu'on ne s'ennuie jamais. On a l'impression que tout est extrêmement rythmé, que chaque chapitre en entraîne un autre, et ça vous rassemble tous les trois. Et je pense que les lecteurs y ont été sensibles. Mais comment vous travaillez la matière du rythme? Alors, c'est vrai que moi, j'aime écrire des chapitres assez courts. Et chaque chapitre fait entrer le lecteur dans la conscience d'un des personnages. Alors au départ, c'est majoritairement Thelma, on est beaucoup dans la tête de Thelma. Et puis, alors ça suit aussi, c'est une sorte de gradation qui reflète l'évolution de sa maladie. Puisqu'au départ, on est vraiment entièrement dans sa tête et elle a du mal à voir ce qui se passe autour. Et au fur et à mesure où les chapitres s'enchaînent, les autres personnages vont avoir davantage voix au chapitre. Donc, il y aura plus de chapitres qui seront focalisés sur les autres personnages. Mais c'est vrai que oui, moi, j'ai besoin d'avoir des chapitres de quelques pages. Enfin, je dépasse rarement 8 pages. Enfin, vraiment, et enfin, ça suit ma méthode d'écriture, en fait. Oui, j'ai besoin de changer de point de vue assez fréquemment. Et je trouvais que l'enchaînement, enfin, le choix de me baser sur juste 6 mois dans la vie de Thelma, c'était aussi quelque chose que j'avais décidé parce que j'avais pas envie enfin, j'avais envie de prendre le train en route déjà, de pas raconter, d'être simpliste dans comment elle est tombée malade. J'avais envie que la maladie soit déjà installée au moment où on la prend. Et qu'on la suive sur 6 mois qui sont cruciaux, sans qu'il y ait forcément peut-être que j'en dis trop, mais en tout cas,
c'est une maladie qui est tellement complexe qui peut donner lieu à des rechutes ou des passages plus compliqués. Donc, j'avais pas envie que ce soit qu'on se dise, bon, voilà, elle va guérir en 6 mois et puis après, on passe à autre chose, quoi. Donc, c'est 6 mois qui sont cruciaux euh, par bien des aspects. Euh, Mais en cours de route. mais en Mais cours de route, ouais, en cours de route. Est-ce que vous avez choisi, on aime bien parler des auteurs, mais aussi des auteurs qui les façonnent. Quel auteur vous avez choisi, quel auteur méconnu, quel livre méconnu vous avez choisi aujourd'hui? Alors moi, il y a un livre sur l'adolescence que j'ai adoré, qui s'appelle Isidore et les autres. C'est un livre qui a été écrit par Camille Bordas. Et je ne sais plus si elle l'a écrit d'abord en anglais ou en français, puisqu'elle a fait elle-même la traduction. Euh, et c'est un livre merveilleux qui est aussi très lumineux sur l'adolescence. Ça parle d'un garçon de 11 ans, je crois, au début du roman, qui fait partie d'une fratrie de 6 enfants qui sont tous des génies sauf lui. Donc lui, c'est un garçon normal, un ado avec des problèmes d'ado, qui est pas du tout, enfin qui a pas sauté de classe contrairement à tous ses frères et sœurs, et qui se retrouve à devoir faire face à un drame personnel qui affecte toute la famille. Et qui se retrouve finalement mieux équipé que ses frères et sœurs pour y faire face. Et c'est un roman qui est vraiment magnifique. Je le trouve solaire, hyper sensible, très émouvant et très drôle. Parfait. Eh bien, c'est le moment de nous lire un extrait, Caroline, de Thelma. Ok. Alors, j'ai pris un extrait où on n'est pas dans la tête de Thelma. On est dans la tête de sa petite sœur, parce que Thelma a une petite sœur qui a 6 ans, qui s'appelle Billy. Et donc là, la famille est au restaurant pour faire plaisir à Billy. La salade de Thelma arrive dans une grande assiette ovale. Il y a des morceaux d'avocat, du poulet, des lardons et plein d'autres ingrédients que la sœur de Billy observe comme des mini-soldats prêts à l'attaquer. Billy tente plusieurs méthodes pour mordre dans son cheeseburger sans se salir. Après quelques minutes, elle se rend compte que personne d'autre ne mange. Thelma n'a même pas sorti ses couverts de la serviette en papier roulée devant elle. Les parents ne disent rien. Billy se dévoue. Ça a l'air bon? Maman ferme les yeux et Thelma devient toute rouge. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, je te la donne, pousse-toi, laisse-moi passer. En disant ça, elle éjecte Billy à l'extérieur de la banquette et s'échappe du restaurant comme un lapin qui bondit hors d'un piège. Billy se rassit à sa place, un peu sonné. Maman prononce un mot à 2 € et se lève pour rattraper Thelma. Billy se met à pleurer. Quelle andouille. Si elle n'avait rien dit sur la salade de sa sœur, on aurait fini tranquillement le seul repas au restaurant de l'année. Pourquoi est-ce qu'elle a ouvert sa grande bouche? Elle se trouve pire que nulle. Elle repousse son milkshake en hoquetant. Calme-toi, Biquette, ça n'a rien à voir avec toi. Tu veux pas le boire? Elle secoue la tête. On va le rapporter à la maison, tu le boiras plus tard ou demain. Ça te va comme ça? Et on n'est pas pressé. On va attendre un peu ici, toi et moi, que tout le monde redescende en température. Tu me donnes une frite? Papa coupe sa viande et mâchonne quelques frites, sans avoir l'air de se régaler. Il regarde les serveuses. Billy se calme peu à peu. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut jamais manger Thelma? Malheureusement, ma puce, personne ne sait. Thelma non plus n'a pas la réponse. C'est une maladie. Ta sœur a une maladie dans la tête. Je sais qu'elle a une maladie mentale. Ça énerve Billy quand on utilise des mots simples sur des sujets compliqués. Mais pourquoi elle a cette maladie? J'aimerais le savoir, Kenton. Eh ben, je sais pas comment elle va faire pour guérir, si même les adultes ne savent pas pourquoi elle est malade. Papa fixe Billy sans répondre tout de suite, et sa voix est un peu bizarre ensuite, presque une voix de fille. Tu te rappelles l'hiver où on est parti skier? Elle avait 4 ans. Elle a passé son ourson avec un moniteur très sympa. Il y a des tas de photos d'elle en combinaison rose dans les téléphones des parents. Imagine que tu te sois cassé la jambe. Enfin, pas toi, mais quelqu'un. Thelma? Par exemple, disons que Thelma se casse la jambe au ski. Son père a l'air d'hésiter, comme s'il inventait l'histoire au fur et à mesure, ou qu'il avait du mal, lui aussi, à imaginer. Comment soigne-t-on une jambe cassée? Demande-t-il à Billy. On met un plâtre. Exactement, bravo, on pose un plâtre. Et c'est pas très important de savoir pourquoi Thelma s'est cassé la jambe. C'était peut-être un trou au milieu de la piste, un skieur qui lui est rentré dedans, un caillou ou une plaque de verglas, mais peu importe. Ce qu'il faut faire, c'est aller à l'hôpital pour poser un plâtre. C'est ça qui lui permettra de guérir. Alors elle va aller à l'hôpital? Non, enfin on espère que non. Disons que pour le moment, c'est plus une entorse qu'une jambe cassée, une toute petite fracture, disons. Enfin, ce que je veux t'expliquer, c'est ce qu'un médecin essayait de m'expliquer à moi aussi, car je posais les mêmes questions que toi, crois-moi, Poussin. Les mêmes, exactement. Et ce qu'il m'a dit, et il faut le croire, parce que c'est son métier,
c'est que le plus important, c'est pas la cause, c'est le soin. Ce qui compte, c'est pas la plaque de verglas, c'est le plâtre. Billy prend un moment pour enregistrer ce que lui dit papa. Ça lui plaît beaucoup de savoir qu'elle se pose les mêmes questions que lui. Mais les autres, derrière, quels autres? Bah, les autres skieurs, c'est pas très sympa pour ceux qui descendent derrière de leur laisser le trou, le caillou et le verglas. Papa a regardé Billy longtemps, les sourcils froncés, comme si elle lui avait posé une énigme très difficile et qu'il avait besoin de réfléchir à la meilleure manière de reboucher des trous sur les pistes de ski. Puis il s'est essuyé la bouche, s'est frotté l'oreille. Il a dit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes avant qu'on rentre et qu'elle l'attende gentiment 2 minutes. Merci, Caroline. Et j'avais quand même une dernière question par rapport, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vouliez pas justement que les personnes malades se sentent visées ou en tout cas qu'il y ait des problématiques par rapport à cela. Est-ce que vous avez eu des retours de ces personnes-là? J'imagine que oui, bien sûr, puisque ça fait déjà 1 an que le livre est sorti. Et j'imagine que beaucoup ont dû s'identifier à Thelma. J'ai eu des retours, ouais. J'ai eu des retours. Les retours les plus touchants, en fait, j'ai eu la chance d'aller voir plusieurs classes d'adolescents qui avaient exactement l'âge de Thelma, donc des secondes et des premières. Et à la fin de chaque rencontre, j'en avais plusieurs qui venaient me parler personnellement. Et donc, j'ai eu des gens qui se sont reconnus dans Thelma. Et j'ai aussi eu des gens qui se sont reconnus dans Billy, la petite fille dont on parlait à l'instant. Euh, j'ai eu des gens qui se sont reconnus dans les parents et qui m'ont dit. Enfin, oui, je pense que ça résonne à différents niveaux en fonction de son vécu, que l'anorexie, c'est une maladie qui est mal connue et qui est très énervante pour l'entourage, qui est désespérante et très énervante, parce que c'est une maladie du déni et du mensonge. Et donc, de réussir à comprendre, en fait, que certains comportements sont vraiment dus à la maladie et pas et pas dictés par une duplicité ou vraiment un mauvais fond de la personne, ça peut aider. Donc oui, enfin, j'ai eu pas mal j'ai eu pas mal de retours. Moi, ce que je craignais, c'était des retours de jeunes femmes qui auraient vécu une anorexie beaucoup plus cognée que celle de Thelma. Et j'en ai pas eu en fait. Même si des personnes qui ont vécu une maladie beaucoup plus longue qu'elle m'ont dit qu'elles se reconnaissaient dans beaucoup de comportements et voilà, qu'elles avaient été. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de comportements un peu déviants qui font partie de cette maladie et que toutes les patientes ont l'impression d'avoir inventé plein de petites ruses pour pas manger ou pour dépenser plus de calories. Et donc, comme il y en a quelques-unes qui sont racontées ou qui sont un peu effleurées dans le roman, j'ai pas mal de gens qui sont venus me dire, ah, les longues, je pensais que j'étais la seule à faire ça. En fait, bah non. Merci Caroline. Temps de parole oblige. Le CSA n'est pas encore là, enfin le CSA, l'ARCOM n'est pas encore là. Mais pour le coup, merci infiniment Caroline et bonne chance pour le prix Première Parole. Beaucoup. Et on va donc passer au deuxième auteur ce soir, c'est Olivier Siechelski pour son roman Feu dans la plaine aux éditions du Rouergue, Rouergue Noir. On verra qu'en effet, le roman est noir, mais pas que. Olivier, j'aimerais que vous nous parliez de votre entrée en littérature, puisque on sait que vous avez créé des documentaires, vous êtes dans le cinéma aussi, et clairement, quand on vous lit, on a compris que vous êtes dans le cinéma, personne ne peut le nier, puisque votre écriture, elle est extrêmement imagée. On en parlera tout à l'heure, mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez de cette création de premier roman, comment on vit finalement un premier roman en tant que cinéaste, peut-être, en tant qu'homme, comment vous avez vécu la chose et comment vous êtes entré en littérature vous aussi. Bonsoir à tous d'abord. Merci de me recevoir. En fait, j'ai plutôt envie de presque de rectifier, y compris ce que l'éditeur a mis sur la quatrième de couverture. Je n'ai pas l'impression d'être moi dans le cinéma. J'ai l'impression d'avoir été longtemps à la marge, à côté, un petit peu dedans, et puis j'en suis sorti. C'est-à-dire que comme beaucoup de gens que je connais et qui écrivent des histoires pour le cinéma ou pour la télévision, on est très nombreux à écrire des histoires qui ne voient jamais le jour. C'est-à-dire que sur 100 projets
qui s'écrivent. Il y en a un qui un jour sera produit et diffusé sur les écrans, ce qui est pas forcément facile à vivre, ce qui génère une certaine frustration, notamment parce que les projets échouent. Alors peut-être parfois parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils sont pas mûrs, mais parfois aussi pour des raisons qui nous échappent complètement, qui sont liées à des questions de marketing, de cible, de choses comme ça. Et au bout d'un moment, c'est vrai que moi, ça ne correspondait pas aux raisons qui, au départ, profondément, m'ont donné envie d'écrire. Pour moi, l'écriture, euh, ça a été un rêve d'enfant dès que j'ai su lire, je crois. Je n'ai pas écrit, mais j'ai rêvé d'être un écrivain parce que j'assimilais l'écriture au roman d'aventure, au roman d'aventure maritime, de prairie et tout ça. Et je trouvais que ce serait merveilleux de pouvoir inventer des histoires. Et je pense que c'est par une sorte de complexe que j'ai pris un long détour. Ah, ça, c'est une vision rétrospective. C'est-à-dire que maintenant, je me dis que d'avoir essayé de faire des films, j'en ai fait quelques-uns, des courts-métrages et des documentaires, en effet. Mais je me dis que c'était finalement un détour pour revenir à l'écriture littéraire, ce que j'ai fait donc tardivement, puisque le livre est sorti des presses le jour de mes 50 ans. Donc, je regrette pas ce détour parce que j'ai appris des choses, parce que peut-être, en effet, j'ai développé une écriture assez visuelle euh, qui m'aide à écrire. C'est-à-dire que je me projette d'abord des images sur un écran intérieur et puis je décris avec les mots ce que je vois. Donc en ça, ça m'a appris des choses. Peut-être que l'apprentissage du scénario aussi m'a appris à susciter et entretenir la curiosité du lecteur. Ça, c'est quelque chose qui reste assez important pour moi, qui est souvent mis en avant dans le cinéma. C'est-à-dire, on a envie que la lectrice ou le lecteur, justement, on parlait de chapitres courts tout à l'heure, on n'a pas envie qu'il s'arrête à la fin du chapitre, on a envie que le lecteur, la lectrice tourne les pages. Et ça, c'est des choses qui ont été un peu formalisées par les gens qui ont étudié le scénario. Et même si moi, en commençant à écrire ce roman, c'était vraiment une démarche de libération de tout ça. Je voulais plus entendre parler de techniques d'écriture, de manuels de scénario, de procédés, de méthodes, d'outils dramaturgiques. Je voulais vraiment les laisser de côté. Néanmoins, il est évident que, il en reste quelque chose. Il en reste, tout ça, ça a décanté et je m'en sers même sans m'en rendre compte. Alors justement, vous rentrez en littérature avec ce roman plutôt noir, avec un personnage très particulier, très sauvage, très terreux finalement, Stanislas Kozinski, ce militaire à la retraite qui revient du Mali, qui a perdu sa femme et qui achète ce chalet euh, reculé, très isolé, pour gagner en liberté, pour être de plus en plus seul, pour être écarté du monde, pour s'écarter du monde. Comment il est né, ce personnage? Comment dire, le nom en lui-même ressemble un petit peu au vôtre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de vous j'ai failli dire en Olivier Siechelski, non, en Stanislas Oui. Kozinski. Pour le coup, comment vous avez créé ce personnage-là qui fascine aussi, autant qu'il inquiète? Alors, oui, c'est vrai que le nom ressemble un peu. Le nom, c'est aussi le nom d'un écrivain polonais exilé aux États-Unis qui s'appelait, on dit Koscinski en polonais, mais qui a écrit notamment un roman très fort qui s'appelait L'oiseau bariolé, qui était la traversée d'un enfant à travers la Pologne pendant la guerre. Euh, c'est vrai que Stanislas, c'est aussi mon troisième prénom. Donc, je lui ai donné quelques-uns de traits qui sont personnels, mais surtout, ce personnage, il est né d'un endroit où j'ai passé pas mal de temps, un endroit perdu aux confins de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et il est né, c'est très compliqué, c'est une sorte d'hybride entre des aspects qui sont personnels et puis des choses qui sont totalement extrapolées. Je pense que
enfin, il me semble que c'est comme ça qu'on écrit en général. On part d'une racine qui nous est familière, qu'on reconnaît en soi, et puis on va plus loin, on extrapole. Et donc, il est né peut-être à moi de mon besoin de solitude et d'isolement, en effet, avec ce paradoxe qui est que, je ne sais pas si c'est personnel, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On désire la solitude et puis parfois, quand on l'obtient, on la trouve un peu pesante. On n'est jamais content. Euh, il est né aussi de figures de la littérature américaine qui a une longue tradition de héros solitaires qui soient pionniers, cow-boys, coureurs des bois, ou plus récemment des géologues, des naturalistes, enfin toute cette écriture qu'on appelle le nature writing aux États-Unis, dont certains auteurs m'ont probablement influencé parce que j'ai trouvé justement dans leurs livres un intérêt qui me faisait tourner les pages, alors indépendamment de tous les outils de la narration. C'est-à-dire que souvent, c'est des livres qui ne racontent pas d'histoire, qui racontent simplement les travaux et les jours. C'est-à-dire la vie au fil des saisons dans les Rocheuses ou un hiver dans le Montana, des choses comme ça. Et pour une raison qui m'échappe, en tout cas, qui est peut-être littéraire dans leur style, pardon, dans leur proximité avec le monde naturel, dans l'appréhension très, non pas romantique comme on peut l'avoir en Europe, mais beaucoup plus pragmatique du monde naturel. J'ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt. Mais j'ai voulu mélanger ça avec... Moi, je ne me sentais pas du tout, moi, capable, c'était pas vraiment mon désir non plus, de faire un pur roman de nature writing, et de décrire la nature. J'en aurais pas été capable, je la connais pas assez. Et donc, j'ai fait une sorte de croisement entre cette influence-là et quelque chose qui s'apparente davantage au roman noir, c'est-à-dire un roman d'action, un roman de comportement, un roman assez direct, assez au style simple, il me semble, mais qui est où il y a la locomotive en fait de l'action qui nous entraîne toujours vers l'avant. Donc, j'ai totalement oublié votre question de départ, Ma mais c'était question, un petit peu ça le projet, oui. ouais, ma question étant, qui était finalement ce Ah Stanislas oui. Wolinski? Bah, on sait jamais qui on est. Comme, comme vous avez lu le roman, vous savez que parfois on a à l'intérieur de soi quelqu'un, on a de l'inconnu, on a du sombre, on a de l'animal, Donc, c'est quelqu'un qui a voulu se retirer probablement pour penser ses blessures et pour se reconstruire une sorte de paradis perdu. Les circonstances le chassent de ce paradis-là. Et ces circonstances vont faire ressurgir tout ce qui n'était pas guéri en lui, tout ce qui n'était pas apaisé, tout ce qui n'était pas réglé. Euh, et voilà, ça va se traduire de façon parfois rugueuse, disons. Sur le fait que vous écrivez que l'armée, il est parti à l'armée pour trouver un cadre. Finalement, vous écrivez même la discipline l'avait délivré de l'enfer du libre arbitre. Hmm. Est-ce que c'est une métaphore aussi pour vous en tant qu'écrivain de vous être libéré de cette casquette de scénariste où il y avait des codes, où il y avait une enclave? Alors, c'est une très bonne question et je pense qu'il y a deux choses différentes. Je pense que je me souviens que quand j'ai écrit cette phrase-là, je pensais très clairement à une amie que j'ai bien connue dans ma jeunesse et qui s'est engagée dans l'armée, précisément parce que sa vie était en train de devenir un chaos. Très concrètement, elle était en train voilà, elle risquait la prison, elle faisait n'importe quoi, et puis à un moment, elle a eu un sursaut une espèce de réflexe de survie qui s'est traduit par un engagement dans l'armée, mais qui était à l'opposé de sa vie. Euh, mais qui l'a probablement sauvé à ce moment-là. Donc, le cadre, la discipline, vous n'avez pas à réfléchir, vous faites ça pas parce que c'est bien ou parce qu'il faut le faire, enfin, juste parce qu'on vous le demande, on vous l'ordonne, pardon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour moi, le roman,
c'était justement l'ouverture d'un territoire totalement libre. C'est ça dont j'avais besoin. Donc c'est un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que le roman, c'est un espace où, comment dire, le roman ne répond pas à d'autres règles que les siennes propres, que celles qu'on décide pour lui. C'est-à-dire que vous n'écrivez pas, en tout cas moi, hein, sinon ça ne m'aurait pas intéressé, on n'écrit pas pour un public décidé par quelqu'un d'autre, on n'écrit pas pour une case horaire, on n'écrit pas... enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était la possibilité pour moi de me débarrasser aussi de tous ces petits censeurs intérieurs qui vous empêchent d'écrire en fait, parce que vous vous dites continuellement, ça va intéresser personne, les gens ne vont pas comprendre, ou ils vont trouver ça nul. Une fois que vous vous débarrassez de ça, vous pouvez entrer dans cet espace de liberté. Alors évidemment, ils sont toujours là à l'intérieur, ces petits senseurs-là, mais dans l'écriture audiovisuelle, ils existent vraiment, ils sont vraiment là. Ils s'appellent producteurs, diffuseurs, lecteurs, chargés de programme, etc. Donc moi, le roman, c'était vraiment un espace de liberté où je me suis interdit de penser à tout ça. On se rend compte que finalement, Stanislas, il est en effet rongé par une solitude, mais en même temps, dès qu'il s'approche des autres, tout s'effondre. On a l'impression que finalement, l'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Est-ce que pour vous aussi, pour ce personnage-là, on a l'impression que dès qu'il se rapproche de l'altérité, dès qu'il se rapproche de certains personnages, sa solitude, au-delà de tomber, l'embarque dans un cercle vicieux? Moi, je crois qu'il n'est pas très doué pour communiquer. Euh, Plus ça va, plus il fuit le contact des autres. Très concrètement, il espace ses visites dans la plaine au supermarché. Il va de moins en moins. Il devient de plus en plus autarcique. Et c'est vrai que ça. Oui, j'y avais pas pensé, mais il y a presque une fatalité. C'est-à-dire que chaque contact humain va déboucher sur sur une catastrophe presque. Donc, qu'il le veuille ou non. Donc, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est doué pour. Voilà, il est pas très sociable. Il n'est pas hostile hein, du tout. Mais il sait pas faire ce qu'il faut pour être un être sociable, acceptable dans un contexte, dans une communauté apaisée. Et la structure du roman est aussi particulière puisque elle s'effectue en trois parties avec des niveaux d'altitude. On a l'impression qu'on monte petit à petit dans le suspense, comment dire, dans les sommets finalement de l'action. Cette intrigue-là, vous vouliez faire jouer aussi ce côté montagnard, ce côté altitude, ce côté escapade vers les sommets. C'est aussi quelque chose d'évidemment de conscient, ça j'imagine, mais justement, comment vous avez formulé tout cela, comment vous avez créé cette structure-là qui est si particulière et qui va si bien avec l'intrigue? Et je pense que c'est une décision à la fois littéraire et logique du point de vue du personnage. C'est-à-dire que littéraire parce que c'était un premier roman, j'avais besoin de m'affronter enfin de m'attaquer à un projet que je pouvais réaliser, au bout duquel je pouvais aller. C'est-à-dire que je savais, parce que entre guillemets, c'est facile de commencer un roman, mais c'est difficile d'arriver au bout. Donc je savais et je me connais, il y a ce risque de vouloir écrire Guerre et paix et de s'arrêter au deuxième chapitre. À guerre, Euh, Pardon? à guerre seulement. Ouais, c'est ça. Et donc, j'avais besoin d'un projet que je puisse embrasser mentalement. C'est-à-dire que je voulais pouvoir voir la trajectoire de mon personnage, comme ça, presque la visualiser. Et je savais qu'il irait de ce point-là à ce point-là, que ça aurait la forme peut-être d'une ascension, d'une errance géographique. Je savais qu'il fallait pas que je me lance dans un roman choral avec de nombreux personnages, différentes époques, ce genre de choses. Donc, il y a d'abord ça, et puis après, il y a tout simplement le fait qu'une fois qu'on a créé son personnage, qu'on l'a implanté dans son milieu naturel, on va le suivre finalement. Euh, L'écriture du roman, elle n'est pas anticipée.
à 100%. Enfin, je veux dire, les étapes de la trajectoire du héros, elles, elles nous réservent des surprises, même quand on l'écrit. En tout cas, en l'occurrence, moi, j'avais besoin de connaître à peu près son point d'arrivée, mais je m'autorisais à me laisser surprendre et à emprunter des détours, des méandres pour arriver à ce point-là. Donc, euh, donc j'ai suivi ce personnage et à partir du moment où vous créez un incident déclencheur pour un personnage, c'est, je crois que c'est Stephen King qui dit ça. Lui, il dit, je connais pas mes personnages a priori, je sais pas qui ils sont, ils ont pas de caractéristiques, c'est comme des visages blancs, mais je les mets face à un problème difficile à résoudre et je regarde comment ils s'en sortent. Et c'est comme ça que les personnages prennent cher petit à petit, puisque finalement, en fonction de la façon dont ils s'y prennent pour résoudre leurs problèmes, bah, c'est des personnalités, des caractères qui se découvrent, qui s'affirment. Donc moi, j'ai un petit peu fait ça, et à chaque étape, je me disais, qu'est-ce qui serait logique de faire dans cette circonstance-là? Et ça m'amenait toujours un petit peu plus loin. Maintenant, l'altitude, donc je savais qu'il y aurait en fait, ce que je savais, c'est que je connaissais le point de départ et je savais qu'il serait de plus en plus solitaire et qu'il évoluerait dans un univers naturel de plus en plus sauvage. Ça, je le savais. Après, les trois parties s'appelaient 1, 2 et 3. Et c'est mon éditrice Nathalie Desmoulins qui m'a dit que ça serait bien de donner des titres aux parties. Et là, c'est là que je lui ai dit, tiens, pourquoi pas altitude 850, altitude 1200, etc. Et l'idée lui a plu et ça a réaffirmé en fait cette structure en ascension, en fait. Comme pour Caroline Bouffot, les personnages secondaires sont aussi extrêmement importants ici, notamment Mathilde la bergère et Tarzan, ce marcassin qui n'est pas forcément apprivoisé. Je pense que vous êtes un des seuls à utiliser un marcassin ou presque dans la littérature et vous dites même que c'est un être, c'est l'être le plus pur. C'est intéressant aussi de voir que ces deux personnages-là vont être des points déterminants dans le parcours de Stanislas. Comment vous les avez formés, ces personnages? Comment vous les avez imaginés? On pense à peut-être Taram et le chaudron magique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est surprenant. Euh, Tarzan, donc le marcassin, c'est en effet le regard absolument. Alors moi, j'ai jamais eu d'animaux domestiques. Mes parents voulaient pas. Et puis dans ce coin de la Drôme où j'ai beaucoup traîné, il y avait une voisine qui a adopté un chien euh, qui s'appelait Rahan, qui s'appelle Rahan. Et j'ai vraiment, enfin, j'ai trouvé. Moi, au début, j'avais peur des chiens, et puis en fait, je me suis aperçu qu'il était vraiment fantastique, ce chien. Et puis, c'est ce regard le regard des animaux est quand même quelque chose de totalement fascinant. C'est à la fois illisible, donc on y projette beaucoup de choses, et puis oui, c'est une espèce d'innocence absolue et que je trouve fascinante. Et je trouvais, c'est tout naturellement que ce personnage qui lui a tendance à fuir les hommes et le regard des hommes et leur jugement et tout ce que ça impose, que finalement le seul regard qu'il trouve grâce à ses yeux et avec lequel il se sente bien, ce soit le regard d'un animal. Donc, en l'occurrence d'un marcassin, il y a beaucoup de, beaucoup de sangliers là-bas. J'étais tombé sur une photo dans un reportage, dans un magazine. C'était un reportage en Biélorussie, je crois. Il y avait une vieille dame qui avait apprivoisé un marcassin. Je me suis dit, oui, ça, c'est une belle idée. Et puis Mathilde, c'est un peu différent. Alors, elle est inspirée d'une bergère que je connais. Et elle lui ressemble beaucoup. Et c'est quelqu'un qui, elle aussi, est un petit peu sauvage, qui n'a pas choisi ce métier par hasard. C'est assez souvent le cas, hein, parce que les bergers passent quand même beaucoup de temps tout seuls, surtout à l'estive. Et il faut accepter la solitude. Et parfois, c'est des gens qui la recherchent. C'est des gens qui n'en peuvent plus de la ville ou qui, voilà. Donc, il y avait un point commun important avec le héros, avec Stanislas,
Et en même temps, ce point commun qui est d'être ben, taciturne, un peu sauvage, de ne pas vouloir trop se frotter à l'autre, bah, au lieu d'être un point commun qui les rassemble, c'est un point, enfin, qui, il les rassemble et en même temps, bah, il fait qu'ils vont pas trop fraterniser parce que chacun tient à sa tranquillité, à sa solitude. Ils sont tous les deux un petit peu méfiants. Donc, Les premiers échanges très froids, on peut le bah dire. oui, oui, parce que vous imaginez c'est comme imaginez deux misanthropes qui se rencontrent. Ils vont pas forcément se tomber dans les bras. Et puis lui qui fait une tentative il l'invite à manger, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait à manger pour quelqu'un, puis il n'a pas de conversation, ça tombe un petit peu à plat. Elle en profite surtout pour pouvoir prendre une douche parce elle dort dans une caravane. Donc c'est pas les meilleurs débuts pour une relation amicale, mais voilà, c'est des personnages qui moi m'intéressent beaucoup. C'est souvent des gens qui parlent pas beaucoup, mais qui ont une richesse intérieure, qui réfléchissent, qui ont un rapport. Cette bergère-là que je connais, quand on la voit avec ses chiens, avec ses brebis, c'est vraiment quelque chose, quoi. Et le troisième personnage anecdotique peut-être, mais c'est que vous êtes l'auteur qui révèle la présence de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, on peut dire que vous avez raison, c'est anecdotique. Mais en même temps, je me suis dit, Bon, en fait, cette histoire, elle m'est arrivée. Alors, j'ai pas vu Dupont de Ligonnès, mais ce que je décris dans le livre, ça m'est arrivé alors que je, je marchais là-bas. Euh, J'approchais d'un col alors j'ai vraiment fait, c'était vraiment dur, hein, j'en pouvais plus, mais c'était très très beau. Et j'avais vu qu'il y avait une maison abandonnée. Et donc j'ai passé 1 heure à tourner autour de la maison abandonnée. Elle était assez fascinante. Il y avait des vieux outils. C'était à moitié effondré, envahi par les ronces. J'arrivais pas à voir l'intérieur. Mais c'était tellement beau que je me suis assis là pour pique-niquer. J'ai même fait une petite sieste. Et je suis reparti. Et au moment de franchir le col, je me retourne pour regarder une dernière fois le paysage. Et il y a de la fumée qui sortait de la cheminée de la maison abandonnée. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dans la maison tout le temps où j'étais à côté? Quelqu'un qui a vu que j'ai même pris des photos, enfin, et qui se cachait? Ça m'a fait un peu froid dans le dos, j'avoue. Et je me suis dit, mais en fait, dans ces coins-là, même si la France est un pays relativement dense, d'accord, où c'est pas les grands espaces, mais il y a quand même plein d'endroits où, si vous voulez vous cacher, personne ne vous trouvera. Donc, je me suis dit, au lieu d'aller chercher des fugitifs à l'autre bout du monde, peut-être ils sont juste là, à côté de vous. Et oui, je précise donc que c'est qu'anecdotique évidemment, hein, mais je trouve que c'était encore finement joué de votre part. J'aimerais qu'on parle aussi du village dont vous vous êtes inspiré. Vous avez été, vous remercier la personne qui vous a accueilli dans cette maison. Comment vous avez, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, comment vous avez travaillé la matière naturelle, la matière autour de vous. On parlait de nature writing tout à l'heure. Clairement, vous arrivez à décrire des lieux qu'on imagine, qu'on sent, c'est extrêmement sensoriel aussi. On parlera tout à l'heure du roman de Cécile Lily, où là aussi le côté sensoriel est présent. Comment on travaille la matière quand on est immergé, totalement immergé dans ce genre d'endroit? Ah, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assumé le fait que je n'étais ni paysan, ni botaniste, ni vraiment un familier voilà, c'est-à-dire que j'ai fait de mon personnage quelqu'un qui est aussi ignorant que moi, mais aussi sensible que moi euh, à cet environnement-là. Et je suis en effet passé par les sens, c'est-à-dire que bah, la nature, les arbres, la terre, les intempéries, c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit par les pores de notre peau, par les parfums, beaucoup. Je suis très sensible à ça. Peut-être, oui, plus par l'odorat et l'ouïe que par la vue. C'est-à-dire que dans des endroits comme ça, isolés, on se met, je trouve, à développer davantage l'ouïe et l'odorat que la vue. Alors qu'au quotidien, on se sert beaucoup plus de la vue. Et
Et on finit par être sensible aux moindres changements. Enfin, la Terre ne sent pas la même chose en fonction du temps. On se met à remarquer que le pic, l'oiseau qui fait du bruit tous les jours à la même heure dans le même arbre, il a changé d'arbre, ou alors il n'est pas là. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, il est où? Euh, donc j'ai décidé un petit peu d'attribuer à mon personnage des aspects qui, bah, je le montre à un moment, essayer de ouvrir un herbier et découvrir que ce qu'il appelle de l'herbe, en fait, ça porte une cinquantaine de noms au moins. Et moi, je suis dans cette ignorance-là et en même temps dans cet affût, dans cette ouverture à la sensorialité en fait de l'environnement. Il y a des choses, surtout par exemple, j'ai toujours été fasciné par la sensation, quand il y a un peu de vent dans les sommets des pins. Je trouve que ça fait enfin, c'est assez indescriptible. Ça peut être assez angoissant, ça peut être apaisant. En fonction de l'heure qu'il est, ça ne vous fait pas la même impression. Donc j'ai voulu être à l'affût de ça parce que quand on est tout seul dans un endroit comme ça, on est vraiment traversé par des émotions assez fortes. Alors, j'aimerais vous demander justement quel auteur, quel livre méconnu vous avez décidé de choisir de nous faire partager, en espérant que ce ne soit pas l'almanach lunaire du jardinier dont il est question dans le livre, mais pourquoi pas. Euh, alors c'est un petit peu arbitraire. C'est un petit peu décalé. J'ai pensé à un auteur belge qui s'appelle Henri Boschot, qui a écrit notamment un Oedipe sur la route et une Antigone, qui m'ont beaucoup marqué. C'était un petit peu quelques années avant que je commence à écrire le roman, mais c'est des relectures d'Antigone et de l'histoire d'Oedipe qui sont presque, comment dire, qui sont à la fois antiques, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans la Grèce antique, et qui sont là, elles aussi, très physiques, sensorielles, accessibles, dans une langue très simple. C'est un auteur qui était aussi psychanalyste. Il a écrit justement un journal qui est intéressant, c'est un journal d'écriture où il parle de ses difficultés dans l'écriture, et là où il en est dans les romans. Et c'est une écriture très pure et très, très simple, hein, qui m'a beaucoup marqué. euh, Parce que je pense que je suis un petit peu tiraillé entre cette écriture simple et une écriture un peu plus, j'allais dire baroque, mais si on pense à Cormac McCarthy, par exemple, qui est aussi une inspiration, mais où il y a beaucoup plus de fulgurance poétique saillante. Euh, voilà, je suis un petit peu tiraillé entre ces deux types d'écriture-là. Mais Henri Boschot m'a un petit peu décoincé pour l'écriture, en tout cas. De belles références. Eh bien, il est temps de nous lire un extrait, Olivier, de Feu dans la plaine. Alors, si jamais j'ai pas minuté, et puis comme je vous l'ai dit, non, mais je peux pas le cacher, j'avais oublié de choisir un extrait. Donc, non, mais je ne veux pas mentir aux gens qui nous écoutent. Donc, si jamais c'est trop long, vous m'arrêtez, d'accord? Promis. Vous n'hésitez pas. Donc, c'est un moment où le personnage, c'est dans la troisième partie, donc le personnage est tout seul dans la montagne. C'est une odeur de musc et d'amande accrochée au tronc d'un épicéa. Une odeur qu'il ne connaît pas. Une odeur indéniablement animale et sexuelle, mais qu'il ne saurait attribuer à aucune créature. Une odeur qui allume dans sa poitrine un désir informulé. Il veut étreindre, il veut tuer, il veut connaître et absorber. C'est un appel inarticulé, mais impérieux. Un signal qui résonne dans tout son être, mais qu'il est incapable d'interpréter. Alors il reste là, dans cette odeur nouvelle, il ferme les yeux, ébauchant en esprit une cartographie des effluves, tirant un premier fil invisible entre deux arbres, et suivant ce fil comme un aveugle, sans même connaître la nature de l'être qu'il s'efforce ainsi de suivre. Alors il suit ce fil, puis un autre. D'arbre en arbre, l'odeur musquée forme une toile d'araignée instable, évanescente et néanmoins tangible. Il suit cette carte invisible qui se superpose au relief, lui donnant une dimension nouvelle et profonde.
Et soudain, l'empreinte est là, gravée dans la boue du torrent comme un signe déchiffré. Elle ressemble à une figure cunéiforme, inscrite au stylet dans la cire d'une tablette. Deux griffes, ou plutôt un sabot effilé, fendu en deux, sans doute un chamois. Il se représente alors l'animal prenant appui sur ses postérieurs pour franchir le torrent d'un bond. Non, dans ce cas, l'empreinte serait plus profonde et le sol moucheté de projections de boue. Il imagine alors l'animal se désaltérant dans le courant, le poids du corps sur ses antérieurs. Un pied posé sur une pierre. Il regarde autour de lui. Il ne perçoit plus l'odeur d'amande. Il jauge le terrain et se dit que s'il était chamois, il remonterait vers les hauteurs en suivant le chemin de la moindre inclinaison. Le voilà dans la prairie, qui sent le trèfle, les colchiques et, il le sait maintenant, l'urine de chamois. Il laisse ses pas le guider sur la pente de la prairie, toujours plus haut. Il chemine ainsi longtemps. La végétation se raréfie, mais il n'y prête pas attention. Les ombres avancent avec une régularité de cadran solaire. Il perd de temps à autre la trace odorante de l'animal. Il s'en remet alors à l'intuition, qui est le rapport de son corps à la montagne, et qui le mène à un éboulis. L'effondrement minéral lui fait l'effet d'un appel. Il gravit rapidement les premiers degrés de cet escalier de hasard, s'arrête un moment pour considérer les alentours. Chaque mètre gagné transforme la structure du paysage. Chaque pas offre un nouveau point de vue, révélant tantôt un gouffre, tantôt un horizon nouveau. Là-bas, la silhouette du chamois se découpe sur l'arrondi d'un promontoire voisin, plus élevé, plus abrupte. La silhouette est presque indiscernable, de toute évidence hors de portée. Il ne pourrait pas en jurer, mais il est sûr que l'animal le regarde, qu'il l'a entendu venir il y a de longues minutes et qu'il se maintiendra toujours à bonne distance. Mais Stan Kosinski s'obstine. Il redescend de manière à se rendre invisible à l'animal, hume le vent, puis gagne en silence le tertre rocheux au prix d'un long détour. Le voici qui gravit l'escarpement nu, en contournant le vent, qui emporte derrière lui son odeur et le bruit de ses pas. Sur les 100 derniers mètres de l'ascension, il s'aide autant de ses mains que de ses pieds. Son effort est régulier, il ne sent pas la fatigue. Sa force s'accorde à la gravité, sa puissance musculaire semble exactement adaptée à son poids. Courbé comme un animal, il atteint le sommet du promontoire. Il rampe sur les derniers mètres, se couche à plat ventre et observe. L'animal est là, à portée de fusil, du moins pour un bon tireur. Il est grand, sa fourrure d'automne le fait paraître encore plus massif. Il n'a pas vu l'homme, mais ses oreilles tournent en tous sens, comme des paraboles tournées vers l'espace à l'affût d'un signal. Stan épaule son fusil. Il se souvient qu'il n'a qu'une balle. Il s'appuie sur ses deux coudes, la jambe droite repliée pour une meilleure stabilité. Il prend une longue respiration, place l'animal au creux de sa mire, arme le plus doucement possible, expire. Il prend une nouvelle respiration, plus profonde et plus lente, sans quitter sa cible des yeux. Une fourmi grimpe sur sa main. Il décide de l'ignorer. Il pose le doigt sur la queue de détente et regrette de ne pas connaître cette arme et d'ignorer sa sensibilité. Dans l'incertitude, il exerce d'abord une légère pression, sent une infime démangeaison sur son index, baisse les yeux et voit la fourmi. Il l'éjecte d'une pichenette et reprend sa position, le corps détendu, le doigt légèrement moite posé sur la détente. L'animal à nouveau bien posé dans la mire, comme pour un portrait en médaillon. Mais soudain, le chamois file comme une flèche et disparaît en une seconde, comme s'il avait pressenti la mort, comme le rongeur sent l'ombre du faucon quand ses ailes masquent le soleil juste avant qu'il fonde sur sa proie. Stan expire bruyamment et pose son front sur le sol. Quand il relève les yeux, s'assoit et regarde autour de lui, il ne voit que la roche aride, le pierrier désolé, et plus loin une énorme muraille nue à la cime déchiquetée qui barre le ciel et semble marquer la fin de toute chose. Il règne là un silence glacial et un inexplicable relent de peur. Quelque chose a fait fuir l'animal, quelque chose qui n'était pas l'homme et qui n'est pas la montagne. Merci, Olivier. Voilà. Parfait. Eh bien, on vous remercie infiniment, Olivier Merci beaucoup. Cécile, pour Feu dans la plaine et bonne chance pour ce prix. Première parole, une fois de plus. On vous souhaite le meilleur, tout comme Cécile Tilly et Caroline Bouffot et les trois autres, bien sûr. J'essaye de C'est rester très gentil. totalement objectif et impartial. Merci, Merci Olivier. beaucoup. Eh bien, on accueille Cécile Tilly. Bonsoir, Cécile. Est-ce que vous êtes, je vous vois? Est-ce que je vous Je entends? suis là. Bonsoir. Et bonsoir.
Enchanté, ravi de vous recevoir pour un simple dîner aux éditions Kalman Levy. Alors évidemment, les trois romans ne se ressemblent vraiment pas du tout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité totale dans la sélection de cette année. Alors Cécile, vous avez cofondé une école alternative pour les enfants neuroatypiques, et c'est très intéressant puisque votre roman n'a aucun lien avec cela. Et ça aurait pu, j'imagine que l'enfance et justement la maladie peut aussi être un terreau particulier pour l'écriture. Ce n'est pas le cas avec un simple dîner. Est-ce qu'il y a une explication particulière? Est-ce que aussi, comme Olivier, c'était pour vous extraire de ce milieu-là plutôt difficile? Alors, il y a pas de lien et d'ailleurs chronologiquement, j'ai eu une double nouvelle aventure dans ma vie, celle de l'école et celle du roman, et le roman est venu avant l'école. Donc j'ai découvert les enfants neuroatypiques et ce projet dans lequel je me lance avec beaucoup d'intérêt et d'envie dans un deuxième temps finalement. Après, je pourrais dire comme Olivier que le roman c'était une manière de... Enfin, disons que j'ai pris des détours, comme il a dit, avant d'en venir au roman dans ma vie d'avant. Donc moi, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années comme ingénieur dans une grande boîte à la Défense. Euh, et j'ai Et ça toujours se eu sent en... dans le roman. On en euh, reparlera. j'ai gardé quelques souvenirs de ces années à la Défense. Et voilà, mais j'ai toujours baigné dans la lecture et l'envie d'écrire. Et donc, il m'a fallu un certain nombre d'années pour avoir le courage d'arrêter mon activité professionnelle antérieure finalement et de me lancer dans ce projet. Alors justement, un simple dîner, et ne vous fiez pas forcément à ce mot de simple, parce qu'il est loin d'être simple finalement, ce dîner, pour le coup, parce qu'il est plutôt complexe, dans le sens où deux couples, Claudia, Étienne et Rémi et Joar, vont avoir ce simple dîner finalement, entre amis, entre connaissances professionnelles et amicales, où tout va basculer finalement, où les événements vont s'enchaîner, et où chacun va aussi véritablement faire la lumière sur ce qu'il est en tant qu'individu, peut-être. J'aimerais que vous nous racontiez cette genèse de ce roman, la genèse de ce roman, parce que c'est quand même si particulier de créer un roman avec finalement un roman, enfin comment dire, un postulat de départ plutôt simple, plutôt banal, un simple dîner, pour ensuite en faire émerger quelque chose de beaucoup plus profond au cœur même de ces personnages. Alors, je pense que le roman, il est justement parti d'abord des personnages et d'un personnage en particulier qui est un des personnages de femme, Claudia. Et j'avais envie de raconter, donc Claudia, donc c'est au cours de ce simple dîner, c'est celle qui reçoit un peu à son corps défendant. Hein, c'est son compagnon Étienne qui a organisé la soirée euh, dans un but secret, mais c'est elle qui s'est chargée de l'organisation, de l'intendance, et c'est une jeune femme qui est d'une timidité maladive. Donc pour elle, organiser ce dîner, même s'ils ne sont que quatre, ce sont trois autres personnages qui l'intimident beaucoup, qui l'impressionnent, et donc c'est quelque chose qui la terrifie. Et je pense que l'écriture du roman, elle est partie de l'envie de raconter euh, la vie vue des yeux de cette jeune femme à la timidité maladive et de raconter un moment particulièrement intense, particulièrement oppressant pour Claudia, de raconter ce décalage entre ce qui pour les autres n'est que une soirée amicalo-mondaine comme on peut en avoir de temps en temps, et ce qui pour elle est voilà, quelque chose d'absolument terrifiant où tout semble résonner avec beaucoup plus de force et de violence envers Claudia. Et puis voilà, à partir de ce personnage, j'ai aussi assez vite allé imaginer ce qui allait se nouer, dénouer pour elle ce soir-là. Et j'ai imaginé les autres et la manière dont tout cela, parce que ce dîner, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, ou même de plusieurs rencontres, pas forcément entre les personnages qu'on imagine. Et donc la manière dont tout cela allait s'imbriquer. C'est aussi un roman avec beaucoup de thématiques sociétales et notamment celle du fait que de ces moments mondains, vous avez dit amicaux mondains, c'est vrai que on voit que les masques tombent, qu'on doit jouer une comédie constamment
c'est aussi une véritable réflexion sur ces moments qui sont finalement sans intérêt, sur ces moments qu'on passe dans nos vies à échanger alors qu'on sait qu'il n'y a véritablement aucune utilité. On est uniquement forgé par ce que la société nous donne en retour. Je trouve que ces moments-là sont extrêmement bien ficelés, notamment dans les dialogues, dans la qualité des dialogues que vous donnez aux personnages. Finalement, quel est votre regard sur cette société-là? Vous qui avez vécu et qui avez travaillé en entreprise, les entreprises, on sent que l'entreprise vous a marqué, que les sphères de pouvoir et de connivence aussi ont été frappants pour vous. Finalement, comment vous avez vécu cette expérience et comment vous l'envisagez finalement, comme si c'était peut-être, je ne vais pas dire le mot vengeance, mais en tout cas quelque chose qui revient après une expérience difficile peut-être. Je, Comme moi, j'ai pas de. Oui, c'est pas particulièrement une expérience difficile, mais moi, j'ai toujours eu cette espèce de fascination pour cette comédie des apparences que l'on joue. Alors, dans plusieurs cercles, effectivement, la vie professionnelle, enfin une certaine vie professionnelle en tout cas, dans des entreprises peut être l'expression par excellence de cette comédie des apparences. Mais je trouve qu'elle peut s'exprimer dans beaucoup de cercles, y compris finalement ce dîner que je raconte, c'est un cercle qu'on pourrait imaginer être intime. Euh, et voilà, moi je me suis toujours interrogée sur ce décalage que je ressens et que je pressens, que je devine parfois chez d'autres, entre ce qu'on donne à voir, voilà, le costume qu'on enfile à un moment donné, et puis ce qui se trame réellement à l'intérieur de chacun. Et voilà, la capacité qu'ont certains à parfaitement jouer cette comédie des apparences. Et puis, Claudia, elle m'intéresse pour ça aussi, parce que pour elle, euh, c'est justement ce qui la rend, moi je trouve très attachante, c'est qu'elle, elle n'y arrive pas du tout. Elle, à un moment d'ailleurs, elle constate que quelque chose qui pour les autres a l'air d'être d'une évidence, d'un naturel, est pour elle extrêmement difficile. Et en même temps, voilà, c'est celle qui est touchante parce que elle parle très peu dans tout le livre. Vous parlez des dialogues. Claudia, elle parle très peu. Elle réfléchit beaucoup, elle observe. Et néanmoins, elle a autant, si ce n'est plus, de richesse et voilà, de réflexion intérieure que les autres personnages. Donc effectivement, c'est quelque chose que je trouve socialement intéressant, même voilà, psychologiquement Et elle, fondamental finalement dans nos vies. elle porte en elle quand même une certaine contradiction. Vous l'écrivez, elle voudrait se rendre invisible et pourtant elle leur en veut terriblement à tous de la rendre invisible. C'est ça aussi sur le regard que vous portez sur la timidité des individus, sur le fait en effet, de vouloir disparaître et en même temps de vouloir être accepté par un cercle. Mm. Oui, c'est tout le paradoxe de ce personnage euh, qu'elle va exprimer tout au long de la soirée vis-à-vis de ses différents interlocuteurs, d'ailleurs donc beaucoup vis-à-vis d'Étienne, qui est son compagnon. Euh, elle, c'est un couple qui est étonnant parce que qui vit d'une relation de pouvoir qui est très très déséquilibrée. Hein. Étienne, il a eu une forme de violence pas physique, mais psychologique envers Claudia. Il a besoin finalement, il a choisi parce qu'elle ne peut pas lui faire de l'ombre. Il a besoin de, de la dominer. Et Claudia, elle est à la fois elle se rend compte que ça a quelque chose d'anormal et elle se rend compte que enfin, elle en tire un certain mépris d'elle-même, une certaine souffrance, et en même temps elle y trouve une forme de facilité parce que voilà, quand elle organise ce dîner dont elle n'a pas envie, elle endosse le rôle de maîtresse de maison avec finalement avec trop de fougue. Elle s'en veut, mais c'est parce que c'est un rôle qu'elle n'a pas à composer. Voilà, elle prend le costume de la maîtresse de maison, elle se tait, elle n'a rien à dire. Et elle est dans cette contradiction-là avec d'autres personnages également, c'est-à-dire qu'elle est à la fois fascinée par Johar et en colère que Johar incarne un tout autre stéréotype féminin finalement que le sien. Donc voilà, Claudia, elle va au fil du récit évoluer dans cette contradiction, mais c'est effectivement ce qui la rend intéressante, je pense.
Je me suis aussi interrogé au fil de la lecture sur la période, finalement, à quelle époque se déroulait ce roman-là. Alors, on sait qu'évidemment, il y a de la technologie, donc forcément, on est plutôt du côté des années 2010-2020. Mais étant donné les réflexions extrêmement, euh, comment pourrais-je dire, difficiles d'Étienne à sa femme, à Claudia, on a l'impression d'être retourné dans les années 80. Dans un autre temps. Comment? Dans un autre temps. Dans un autre temps, et finalement, ça existe encore. Et je pense que la modernité de ce roman-là, et le fait que vous l'ayez écrit, le montre aussi. Ce n'est pas archaïque. C'est peut-être aussi votre volonté en l'écrivant de montrer que ces relations de couple existent encore. Il y a des phrases qui sont distillées au détour d'un événement qui pourraient paraître pour certains normales et qui finalement sont bien plus pernicieuses, bien plus psychologiquement effrayantes. Vous parliez tout à l'heure de la domination et en effet, Étienne a une certaine domination sur son épouse et il le sait. Et c'est peut-être ça le danger, c'est qu'il le sait et qu'il en est totalement conscient. Oui, qui va d'ailleurs à certains moments, sans dévoiler ce qui se passe dans le livre, friser la violence. Enfin, on est dans le registre de la violence psychologique, mais pas parfois friser la violence physique, ou du moins lui donner des envies euh, de violence physique. Et oui, alors c'est un film, c'est un livre qui se passe de nos jours. euh, Vous pouvez dire et, film et- parce qu'en et- effet, on et voit qui, mais on peut se poser la question de la même manière. Voilà, on a beaucoup parlé du personnage de Claudia. J'ai quatre personnages en tout et deux personnages féminins qui sont les personnages qui occupent la place centrale de ce récit, même si chacun des quatre a son importance. Ce que vous dites est aussi vrai du deuxième personnage féminin, Johar d'ailleurs, puisque alors elle n'est pas dans ce stéréotype, alors les années 80, ça aurait pu être les années 50 d'ailleurs, de la maîtresse de maison, mais elle est dans une autre forme de stéréotype, et elle va s'en rendre compte peu à peu, qui est celui de la femme qui pourrait exister dans la représentation qu'elle a d'elle-même, dans ce qu'elle veut prouver à sa famille, dans le lien ou l'image qu'elle a de ses origines sociales, a besoin d'une réussite professionnelle visible et fulgurante. Et elle se jette là-dedans dans un environnement qui va être lui aussi très masculin et qui la stigmatise dans son rôle de la femme qui réussit. Donc, euh, là encore, c'est un modèle qu'on pourrait imaginer plus tout à fait contemporain qui, je pense, existe. votre temps d'action, votre unité, j'ai envie de dire, votre unité de temps et d'action et de lieu même, vous avez décidé d'écrire un huis clos total, excepté peut-être à la fin où, en effet, il y a, on ne peut pas trop en dire, mais en effet, on sort du huis clos. Finalement, un petit peu comme une pièce de théâtre. Moi, j'y ai vu vraiment une pièce de théâtre dans votre livre, clairement, et j'espère que ce livre-là sera peut-être adapté en film potentiellement, mais on sait que c'est très difficile, comme Olivier l'a dit, mais en pièce de théâtre, clairement. Justement, cette volonté d'écrire quelque chose de renfermé, c'est aussi pour faire sortir ces personnalités extrêmement effacées, intérieures, de tous les personnages finalement. On a l'impression qu'hormis Étienne, tout le monde est a quelque chose de très intérieur, de très intériorisé finalement sur son caractère, sur sa manière d'évoluer dans sa vie. On a l'impression qu'ils sont tous finalement extrêmement perdus dans le temps et dans leur carrière et dans leur dans leur côté relationnel finalement avec les autres. Oui, ils sont même enfermés. Je pense qu'ils sont enfermés dans des schémas de vie, des schémas de couple, de famille, des schémas professionnels, on en a parlé aussi. Euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé la forme du huis clos intéressante, parce que donc c'est un roman. Alors c'est vrai qu'on en a parlé jusqu'à présent, plutôt de manière assez intellectuelle à travers les thématiques qui étaient abordées, alors que c'est un roman, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui est beaucoup un roman de la sensorialité. Et donc ces personnages qui sont enfermés physiquement, ils éprouvent cet enfermement physique. Ils sont enfermés physiquement dans un appartement pour un dîner. Ils éprouvent cet enfermement physique, ils ont chaud, ils n'ont pas envie d'être là, ils transpirent, ils ont besoin de s'échapper à un moment donné dans la cuisine, à un moment donné sur le balcon. Et moi, je trouvais intéressant d'exprimer ici, voilà, par toutes leurs sensations physiques, l'enfermement psychologique qui est le leur. Voilà, c'est pour ça que je trouvais cette forme. Par rapport à Johar, est-ce que finalement c'est celle qui vous ressemble le plus?
Est-ce que vous avez parlé de Claudia tout à l'heure, qui est en effet le personnage, on peut dire, principal, mais les quatre sont véritablement totalement utiles pour que le puzzle se crée. Mais j'ai eu l'impression, en tout cas, notamment sur la nostalgie, peut-être sur la nostalgie de la famille et de la Tunisie, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être beaucoup de vous dans le personnage de Johar. Il y a sans doute un peu de moi dans chacun des, dans chacun des quatre. Oui, j'ai eu plaisir, en tout cas, à travers le personnage de Johar, à retrouver un peu de souvenirs ou d'extrapolation d'ailleurs, parce que ce sont des choses assez lointaines, mais effectivement d'origine familiale que j'ai en Tunisie, de raconter un petit peu la Tunisie. Très bien. Comment vous avez construit le roman? On a l'impression que j'ai eu la sensation, j'ai sûrement tort hein, peut-être, mais j'ai eu l'impression que c'est la fin de l'histoire qui a finalement euh, par laquelle vous avez débuté l'écriture du roman. On a l'impression que le fil se tord petit à petit. Alors tout à l'heure sur Olivier Chessielski, on était sur quelque chose de crescendo. On a l'impression que là, on est à l'inverse, en total décrescendo. Je ne sais pas si au moment de l'écriture, vous avez réfléchi à la manière de débuter ou non le roman, mais on a l'impression que c'est la fin qui détermine finalement tout le reste. Alors la fin, alors je ne sais, alors, je sais pas ce que vous appelez la fin d'ailleurs, mais il y a un moment qui est le point focal, le point de dénouement du roman, euh, qui est un moment voilà, qui concerne quelque chose qui concerne Claudia et que lui j'ai eu en tête très très vite. Et effectivement, j'ai même beaucoup construit la construction narrative autour de ce point de dénouement. Euh, Après voilà, j'ai eu une écriture par Zoom successif, on va dire, donc successif. Donc j'avais effectivement dès le départ la trame, vous voyez, qui tenait en une page recto verso de ce qui allait se passer. Euh, et puis petit à petit, et à travers aussi ce que devenaient les personnages, j'ai imaginé les différentes. C'est un roman où il se passe en apparence très peu de choses, mais il y a beaucoup de secrets, de moments de bascule, de petites choses qui vont faire évoluer le cours de la soirée. Et ça s'est construit dans le détail au fur et à mesure de l'écriture. Est-ce qu'après l'écriture de roman, vous avez eu peur d'inviter des amis à dîner? C'est eux, c'est eux qui ont eu peur, hein, sans doute. Mais euh, non, 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 je suis dans un pur, un pur domaine de fiction, mais je sais que maintenant tout le monde sait ce à quoi je pense quand, quand j'invite à dîner. Et surtout, j'imagine que que vous ne cuisinez pas. Parce qu'en Pas effet, de curry en tout cas. je vois ça. Justement, c'est aussi un roman sur la reconversion professionnelle, sur le fait de se recentrer aussi et de peut-être arriver à franchir le pas. C'est un roman sur la féminité, évidemment, sur le fait qu'en tant que femme, on peut aussi changer professionnellement et savoir dire non, et dans tous les domaines qu'il existe. C'est aussi un roman extrêmement fort sur le féminisme et sur peut-être cette capacité d'entraide entre femmes, puisque Claudia et Joar s'entraident à un moment donné et se sentent finalement extrêmement similaires. Oui, c'est une forme de sororité finalement entre ces deux femmes. Donc, euh, on entame le roman donc dans la peau de Claudia qui est, je le disais, terrifiée à l'idée de ce dîner à quatre et qui en particulier est terrifiée à l'idée de passer une soirée avec Joar, qui est tout ce qu'elle n'est pas. Donc, on a dit que Claudia était d'une timidité maladive. Claudia est dans l'ombre d'Étienne. Claudia vit dans une relation de couple. C'est une femme de pouvoir qui a une carrière brillante, qui s'apprête à franchir encore une étape, qui a aussi une très forte personnalité, très extravertie, qui parle fort, qui prend de la place. Et donc on s'imagine qu'entre ces deux femmes-là, d'ailleurs qui ne lient pas de conversation et qui ne construisent rien ensemble au départ du roman, il ne va pouvoir rien se passer. Et finalement, là encore sans en dire trop, mais c'est à travers la sensorialité en partie et la sensation, les sensations physiques et puis quelque chose oui,
de féminin et d'intime qui se lie entre elles que va se dénouer le roman. On n'a pas parlé des hommes en tant que tels, de Rémi et Étienne, mais c'est vrai qu'aucun n'a un beau rôle. Ils sont quand même extrêmement négatifs. Il y a très peu de positifs finalement chez ces hommes-là. Comment vous l'expliquez? Vous êtes dur envers Rémi, dont on n'a pas parlé, donc c'est le quatrième personnage. Alors, Étienne, le compagnon de Claudia, c'est effectivement quelqu'un de très dur et qui se construit dans une relation de pouvoir dans tous les domaines avec sa femme, je l'ai dit, mais aussi dans son travail. Rémi, moi, j'ai beaucoup plus d'indulgence ou de sympathie envers lui, même si c'est une personnalité qui a ses faiblesses, mais tous ces quatre personnages finalement, hein, chacun leur faiblesse et des côtés un peu agaçants. En tout cas, moi, Rémi, je trouve que c'est Le un moins pire. personnage touchant dans la relation de couple qu'il forme avec Johar. Donc, on a parlé du couple Étienne-Claudia, c'est un couple qui dysfonctionne. Le couple Johar-Rémi aussi, à ce moment donné-là de leur vie, en tout cas, c'est un couple qui n'est plus dans le registre du sentiment amoureux, mais il reste une forme d'amitié, de nostalgie, de complicité entre eux, euh, qui rend, je trouve, cet homme-là attachant. Donc, j'avais espéré, en tout cas, ne pas brosser des portraits totalement noirs de ces hommes, je n'en avais pas l'intention. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Rémi, en effet, est en effet plus tendre. En tout cas, on a l'impression qu'il a moins de velléité négative à l'égard de sa femme, puisqu'il la soutient, notamment, on peut le dire, ça, lors de la nomination, la possible nomination de Johar en tant que directrice générale d'Onyx, le grand groupe. Je crois que c'est directrice générale, sans certitude. Mais en tout cas, à un grand poste. Pour le coup, vous avez raison. Rémi est beaucoup moins négatif qu'Étienne, c'est certain. Justement, par rapport à ces relations de couple, ça en dit quand même beaucoup aussi sur l'infidélité, sur la difficulté de garder des liens entre un homme et une femme pendant des années. Vous insistez aussi beaucoup sur cette difficulté-là. Euh, Finalement, est-ce que c'est le mal du 21e siècle? Alors, je ne vais pas citer une phrase de Frédéric Becbédé pour L'amour dure 3 ans, mais presque. Pour le coup, est-ce que véritablement il y a une date de péremption? Est-ce que pour vous, étant donné que ce dîner-là évoque aussi beaucoup de relations amoureuses sans finalement les évoquer, puisqu'elles sont extrêmement plates, ces relations amoureuses, il n'y a plus d'amour finalement dans leur relation. C'est pas en tout cas, c'est pas une revendication, c'est pas un message sociétal. Moi, je suis vraiment partie de ces personnages-là particuliers et à un moment particulier de leur vie, puisque, bah, comme je vous disais, le couple entre Johar et Rémi, c'est un couple dont on comprend qu'ils ont pendant longtemps été un couple très amoureux, unis, complices l'un de l'autre. Et, euh, et l'autre couple dysfonctionne, mais Claudia, elle est dans la quête d'une relation amoureuse sincère. Donc, je, et elle progresse dans cette quête. Donc, c'est c'est plein d'espoir aussi envers ce que peut être le couple. Quel auteur ou quel livre vous avez choisi, Cécile, en tant qu'auteur ou livre méconnu que vous avez envie de nous faire découvrir ou redécouvrir? Alors, j'ai choisi un auteur qui s'appelle, je prononce peut-être mal son nom, mais Essegül Savas, qui est une auteure turque, qui vit à Paris, alors qui a écrit 2 romans, dont je crois seulement le deuxième a été traduit en français, qui s'appelle Transparence de la lumière. Euh, Moi, j'ai un petit faible pour celui-ci, le premier, Walking on the Ceiling, euh, qui a un texte, je trouve, très simple, d'une grande pureté. C'est le récit d'une jeune femme d'origine turque qui vient à Paris pour écrire, peu après le décès de sa mère, et donc qui pense à sa mère et qui se lie d'amitié avec un écrivain et qui se promène dans Paris avec cet écrivain. Et je trouve que c'est un roman très simple et à la fois très entier sur justement l'intériorité d'un personnage en écho avec
ce qu'elle observe de la ville, qui est quelque chose qui m'a aussi tenu à cœur dans mon roman, même si je le fais d'une toute manière et tout autre registre. Alors, ces personnages, on dit qu'ils étaient enfermés dans une pièce, mais ils observent en permanence la ville par la fenêtre. Il y a des allers-retours avec la ville, et je trouve que Essegül Savas, elle a une manière très poétique et juste de décrire les déambulations dans Paris et la manière dont ça fait écho à l'histoire de ces personnages. Et il y a aussi quelque chose sur la nostalgie et les racines qui m'a beaucoup touchée dans ce roman que je conseille, dont j'espère qu'il sera lui aussi traduit en français. En attendant, vous pouvez lire le second. Est-ce qu'on a le droit de parler du rôle de la parentalité là aussi? Alors ça fait écho aussi à Caroline Bouffaut, au fait de la difficulté qu'un enfant peut avoir dans une vie de couple, le cataclysme que ça peut déclencher. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler, mais je pense que c'est important, sans citer, sans dire de qui il s'agit, mais en tout cas, c'est quand même un élément fondamental du livre. Oui, de toute façon, qui est présent d'ailleurs à plusieurs niveaux et plusieurs générations. Enfin, c'est aussi un roman qui parle du lien maternel à différents niveaux, différentes générations, j'entends. Donc, ce sont des héroïnes qui, chacune à leur manière, euh, s'interrogent sur ce qu'elles sont ou ne sont pas, s'interrogent en creux sur ce qu'elles sont ou ne sont pas en tant que mère ou mère potentielle, et puis qui ont elles-mêmes des relations avec leur mère qui déterminent beaucoup ce qu'elles sont devenues. Et donc, parentalité, et surtout la maternité, oui, en tout cas, c'est à travers ces personnages, euh, mère et fille, ça creuse la question de ce que signifie la maternité. Merci Cécile, c'est le moment de l'extrait que vous avez choisi. C'est justement un extrait qui va parler de maternité, de cuisine et de Tunisie, Alors j'ai bien fait. où Johar et Claudia se retrouvent dans la cuisine. C'est Claudia qui parle d'abord. C'est vrai? Quelle chance tu as d'avoir une mère qui t'a transmis le goût de la cuisine. La mienne n'a jamais eu de temps pour ça. Elle n'a jamais eu de temps pour grand-chose en ce qui concerne ses enfants, à vrai dire. Ma mère n'avait pas non plus de temps pour les enfants, se dit Johar. Il ne s'agissait que d'assouvir l'appétit monstrueux des hommes. Au moment où cette pensée se forme dans son esprit, lui reviennent des souvenirs profondément enfouis, des souvenirs de vacances datant d'avant l'époque où la vision de sa mère en cuisine avait commencé à susciter sa fureur. Elle se remémore sa fatigue d'enfant lors de ses petits matins à Tunis, où le corps encore lourd et la bouche pâteuse de la nuit, elle traversait la chambre au volet fermé en essayant de ne pas piétiner les corps de ses cousins étendus sur le matelas qui occupait toute la pièce. Elle se glissait vers la cuisine où chuchotaient sa mère et sa tante. Accroupies sur des tabourets très bas, les sœurs malaxaient ensemble la semoule couleur de beurre. Johar enfuyait sa tête ébouriffée dans le giron de sa mère pour protéger ses yeux endormis de la lumière déjà forte du soleil. Elle se laissait bercer par la mélodie mystérieuse des mots murmurés en arabe. Lorsque la faim se faisait sentir, elle attrapait un morceau du pain, la mie trop dense et à la croûte trop sèche, le pain que ses parents reproduiraient pendant plusieurs années dans leur boulangerie de Noisy avant de parvenir à maîtriser l'art de la baguette à la française. Elle mâchonnait son pain en silence. Les heures passaient, la touffeur du mois d'août envahissait progressivement la pièce pendant que les gestes succédaient avec une rigueur implacable. On allumait sur les 3 balcons le canoun, où l'on mettait à griller sur les braises les poivrons et les tomates que sa tante retournait ensuite régulièrement d'un quart de tour, se brûlant systématiquement les doigts au passage, sans que l'idée d'utiliser une pince semble lui effleurer l'esprit. Les cousins qui s'étaient réveillés entre-temps appelaient Johar pour descendre jouer sur la dalle, mais souvent elle préférait continuer à regarder le spectacle qui se jouait à hauteur de ses yeux. Les lames qui épluchaient, minçaient, ciselées, les mains qui pétrissaient, la batterie en fer blanc dont la vibration s'amplifiait sur la gazinière. Elle écoutait le frémissement de l'huile dans la poêle, le tremblement du couscoussier. La suite, Johar est incapable de la revoir avec ses yeux d'enfant. Elle ne lui apparaît qu'à la lumière accusatrice de son regard d'adulte. Les hommes, ses oncles, les aînés de ses cousins et souvent les invités dont elle ne savait pas précisément situer la place dans la famille, attendaient tranquillement attablés le défilé des plats. À la fin du repas seulement, les femmes et les enfants, en cercle sur les petits tabourets ou accroupis directement au sol, se partageaient en vitesse les restes tièdes. Ils saisissaient à pleine main les fritures devenues molles.
Il triturait la semoule que la sauce avait figée en boule compacte, à la recherche d'un morceau de viande oublié. Puis sa mère préparait le thé. Elle faisait bouillir les feuilles, jetait les premières autres au pas mère et goûtait à plusieurs reprises afin d'être certaine d'avoir ajouté la quantité parfaitement écœurante de sucre qu'attendaient les mâles. Pendant ce temps, sa tante remplissait 3 grandes bassines de fer blanc d'eau chaude additionnée de lessive en poudre et commençait à y mettre la vaisselle à tremper. Les hommes, repus de gras, d'épices et de sucre, commençaient à faire la sieste, tandis que les femmes et les aînés s'affairaient encore jusqu'au milieu de l'après-midi, jusqu'à l'heure où la ville, le pays entier, se figeait dans une gelée de sommeil et de chaleur. Merci, Cécile. Merci infiniment, Cécile. Et vous aussi, bonne chance pour ce prix Première Parole. On vous souhaite à tous les trois, Caroline, Olivier et Cécile, encore une fois, de très bonnes lectures à ceux qui vont pouvoir vous élire l'un ou l'autre. Et on se donne rendez-vous dimanche avec les trois autres finalistes que sont Isabelle Garot, Léna Gare et Éric Chacour. Merci Merci, beaucoup. merci à tous les trois. Merci à tous. Merci. Et au revoir à tout le monde.